Bonsoir à tous. Chers entrepreneurs, bonsoir, bienvenue sur la scène dans l'antre du Maj Business Club. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle saison qui réserve plein de surprises. Alors, cette date exceptionnelle en collaboration avec entrepreneur.com. Et, alors pour ceux qui me découvrent, je suis Maxime Gauthier, je suis fondateur de Maj, donc cette agence spécialisée en création de sociétés à Dubaï, en optimisation fiscale, mais pas que, dans la gestion quotidienne de ces sociétés, la gestion administrative, juridique, comptable. Et la promesse qu'on avait auprès de nos clients, c'était un jour de les réunir dans un espace d'échange, d'entraide entre entrepreneurs aguerris. Pour certains, il y a déjà quelques années, je vous en ai parlé, on y est. Cette saison 2 commence, elle nous promet une fois encore plein de surprises. Alors, pour cette date, cette thématique toute particulière, 3 entrepreneurs qui ont chacun généré plusieurs dizaines de millions d'euros. Théophile Hélier, qui va être parmi nous dans quelques instants et qui va aborder le sujet de l'investissement dans des sociétés, notamment dans des sociétés liées au e-commerce. Gabriel Dubois poursuivra. Et Gabriel, avec une thématique du moment, puisque on arrive dans une période du Black Friday. Ça vous parle pour beaucoup, vous êtes dans le e-commerce, et il va nous donner des techniques pour optimiser cette période et pour en assurer le maximum de performance. Vous pourrez ensuite implémenter les mêmes à souhait dans vos business. Enfin, on aura l'honneur d'avoir Robin Johnson également. Et Robin, qui va aborder une thématique qui nous concerne tous, celle d'une optimisation de notre quotidien sur un aspect santé, mindset, et cela au profit de nos business et donc également de vos performances financières. Je vous retrouve personnellement suite à ces 3 interventions. Il y aura également un petit moment questions-réponses et on passera quelques minutes ensemble, notamment pour aborder 2 sujets. Premièrement, l'arrivée de l'impôt sur les sociétés aux Émirats. C'est quelque chose qui ce soir vous concerne tous en tant qu'entrepreneur à Dubaï. Donc on ne pouvait pas faire cette première date dans une période taxable sans aborder un petit peu l'arrivée de cette taxe et puis éclaircir quelques sujets parce que il y a beaucoup de choses qu'on entend. Ensuite, on abordera cette saison 2 du Maj Business Club, histoire de rentrer plus en détail sur ce qui vous attend, l'expérience que l'on a préparée pour vous. Et voilà. J'étais très content de partager ce petit moment. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir Alec Henry, qui représente entrepreneur.com ce soir. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Ok, bon, ça me fait super plaisir d'être ici avec vous. Très heureux de vous voir, nombreuses ce soir, de plus en plus nombreux à chaque fois, à chacun de nos événements, que ce soit en France, à Dubaï. Un grand bravo, surtout aussi, à Maxime, Violaine et toute l'équipe qui a organisé ça. Franchement, bravo, encore une fois. Et ça me fait super plaisir d'être ici. Je vais faire un très rapide pitch, une petite aparté, et ensuite je vais vous laisser en très bonne compagnie avec nos différents speakers. Et également, ce que Maxime va vous partager, c'est d'une importance capitale. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous êtes ici à Dubaï, c'est certainement pour développer un business, pour générer des opportunités, pour découvrir de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, développer votre réseau. Donc vous avez bien fait d'être ici ce soir, aujourd'hui, pour cette édition du Maj Business Club en collaboration avec entrepreneurs.com. Et 2, vous êtes au bon endroit parce que Dubaï, de plus en plus, c'est the place to be, justement pour développer votre business et se développer même personnellement finalement. Donc ça me fait super plaisir. Et même si vous allez voir dans quelques minutes seulement différents speakers s'enchaîner les uns les autres avec toujours plus de valeur, toujours plus de concepts, toujours plus de concret à vous partager, la réalité c'est que la valeur elle est à droite, enfin à gauche, pardon. À droite, devant, derrière, elle est dans cette pièce, elle est dans cette salle, elle est aussi là-bas. Après, on ira là-bas pour continuer à échanger, discuter, je vous rassure, parce que je suis chaud, mais vous avez chaud, ça se ressent, et c'est normal. C'est la valeur, la température qui monte, vous inquiétez pas.
Mais en tout cas, voilà, profitez un maximum de cette soirée. Merci d'être présent, merci d'être là. Et du coup, dans un petit instant, Théophile va nous rejoindre. Théophile, qui ici connaît Théophile Hélier? J'aurais plutôt dû dire qui ne connaît pas Théophile Hélier, en fait. La plupart d'entre vous qui avez une connexion Internet et qui avez au moins une fois ouvert YouTube et que vous intéressez un tant soit peu au business en ligne, vous connaissez Théophile Hélier. Théophile Hélier est une figure emblématique depuis des années maintenant qui a éduqué des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes au business en ligne, aujourd'hui maintenant à l'investissement. Et il y a deux façons de tirer profit du business en ligne. La première, opérer le business en ligne et en tirer profit au quotidien. La deuxième, investir dans des business en ligne. C'est quelque chose que peut paraître un petit peu abstrait pour beaucoup, peut être quelque chose de nouveau également pour d'autres, voire même compliqué, risqué, incompréhensible. Et aujourd'hui, Théo va vous expliquer étape par étape comment il l'a fait, comment il le fait et comment il permet à d'autres de le faire pour en tirer profit. Un maximum de bruit et d'applaudissements pour Théo. Merci Alec, bonjour à tous. Waouh, ça fait beaucoup de monde, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé devant autant de personnes. Impressionnant quand même. Donc maintenant je vais vous parler de ce que je fais depuis à peu près 1 an. Et tout ça, ça a démarré par un événement que tout le monde a connu, c'est la pandémie. La pandémie, ça a changé énormément de choses, et si à ce moment-là vous n'aviez pas un business en ligne, c'est peut-être que vous étiez occupé à mettre la clé sous la porte. À ce moment-là, si vous aviez de l'argent qui était investi en bourse, vous avez eu quelques petites suées, quelques petites nuits blanches. Si vous étiez investisseur immobilier, soit vous avez saisi des superbes opportunités, ou soit vous avez subi encore une fois quelques petites nuits blanches. Il y a de ça à peu près 1 an, j'ai vendu un business en ligne que j'ai développé pendant plus de 8 ans. Et lorsque je l'ai vendu, je me suis rendu compte d'une chose, en tout cas de 2 choses, je dirais même. La première, c'est que il y a 2 façons de gagner de l'argent avec un business en ligne, et je m'étais concentré sur une seule pendant des années. C'est de retirer le profit des business en ligne sans me concentrer sur la valeur. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que, en fait, j'ai plutôt compris une citation de Robert Kiyosaki que vous connaissez probablement avec le livre Père riche, Père pauvre, qui est la classe moyenne n'investit pas, les millionnaires achètent des actions et les milliardaires en vendent. Au travers de ma carrière, ça fait plus de 8 ans que je développe des business en ligne et j'ai investi un petit peu à la fois. J'ai partagé ça sur YouTube et j'ai investi plus de 10 millions d'euros en fonds propres, en bourse et en immobilier. Et quand j'ai vendu mon business en ligne, après avoir fait une petite déprime parce que je savais plus quel était le sens de la vie, et quand on perd la notion de l'argent, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, et je me suis dit, je vais pas tout réinvestir en bourse, je vais pas tout réinvestir en immobilier, il faut absolument que je me concentre sur d'autres choses. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais racheter des parts de business en ligne. Je me rends sur des plateformes que vous connaissez probablement pour racheter des sites internet, et je me heurte très rapidement à la dure réalité qui est que un business en ligne qui respecte les conditions que je recherche en termes de qualité, ça coûte 5 millions d'euros. Minimum. Et personnellement, j'avais pas forcément envie de mettre 5 millions d'euros dans un business en ligne. Et je me suis dit, honnêtement, je vais un petit peu laisser tomber parce que c'est trop pour moi, j'ai fait mon argent, peut-être que mon temps est passé. Et finalement, j'en parle à des amis, investisseurs à Bangkok, et ils me donnent leur point de vue et ils me disent, tu sais Théo, c'est vrai qu'on parle souvent de revendre un business en ligne, on parle souvent de valorisation, on parle souvent de faire un exit, mais dans 100% des cas, il y a des acheteurs en face. Et ces acheteurs, ils ont de l'argent et ils ont une idée derrière la tête. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça peut être intéressant, j'ai juste pas encore les connaissances pour franchir le pas. Ensuite, mes amis me disent, Théo, tu sais, cette idée en fait de racheter un business en ligne, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et est-ce que ça te dirait qu'on investisse avec moi et qu'on fait cette opération? Je dis bah oui, je suis très intéressé. Donc du coup, maintenant, je me retrouve avec ces 5 millions d'euros
et plutôt cet accord de 5 millions d'euros, et je me dis, bah tiens, je vais retourner sur des plateformes sur lesquelles j'avais vu des business en ligne intéressants, et je me heurte une deuxième fois à une dure réalité qui est que, bah en fait, il y a personne qui veut accepter un deal à 5 millions d'euros de la manière dont je souhaite le structurer. Une nouvelle fois, j'ai envie de jeter l'éponge, je me dis, ouais non, c'est pas fait pour moi, il y a trop d'obstacles, c'est trop compliqué, c'est un marché réservé aux professionnels. Et encore une fois, je fais une petite déprime, je veux me ressourcer, je pars à Bali, et à Bali, je rencontre Constant, qui va devenir ensuite mon associé, et son activité, c'est ni plus ni moins que l'achat et revente d'actifs numériques. Je parle de mon idée à Constant, et puis Constant me répond, tu sais Théo, les business qui sont en vente sur des marketplaces, ce sont des sites que les professionnels ne veulent pas acheter. Ils n'ont pas trouvé ça assez intéressant pour se positionner dessus. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Et ensuite, il me montre les business en ligne auxquels lui, il a accès. Et là, il me fait vraiment comprendre un truc, c'est que c'est comme le marché de l'immobilier. Vous avez ce qui est public et ce qui est pas terrible. Et au final, les meilleures affaires, les meilleurs business en ligne se vendent en off-market. Du bouche à oreille. Il faut avoir ce réseau. Et donc, alors que je jetais l'éponge plusieurs fois, avec les capitaux de mes amis et les miens, avec le réseau de mon nouvel associé, eh bien, je me retrouvais finalement en position de me dire, bah, je peux acheter un business en ligne dans l'idée de le développer, de toucher une partie des profits et ensuite de le revendre. Je travaille avec Constant, je mets un cadre légal à tout ça, je mets en place des contrats, j'embauche un avocat, on envoie l'argent sur un compte séquestre et on fait notre première opération. Notre première opération, pour être honnête avec vous, s'est tellement bien passé que très rapidement, que ce soit mes connaissances, mes amis, qui me recontactaient pour me dire « Théo, quand est-ce qu'on refait une prochaine opération ?» Et honnêtement, j'avais pas pour idée de continuer à faire d'autres opérations parce que je savais juste... En fait, je suis juste arrivé là-dedans par accident, entre guillemets. J'avais juste envie d'investir et générer un retour sur investissement et diversifier mes investissements parce que j'étais déjà énormément exposé à l'immobilier ou à la bourse. Maintenant, mon objectif durant ces quelques minutes, c'est de vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose. C'est très simple. C'est en 7 étapes. La première étape, ça va être de vous rendre sur des plateformes comme Empire Flipper ou Flippa. Ce sont des marketplaces qui vous permettent de trouver des sites internet qui sont en vente. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas trouver grand-chose d'intéressant sur ces plateformes. C'est possible, encore une fois, que vous trouviez une perle, mais la plupart du temps, les professionnels ont déjà jeté un coup d'œil et c'est bien moins intéressant que parfois ça peut laisser le paraître. Donc, tout comme ma méthode de passer par un réseau privé, je vous invite à vous rendre à ce type d'événement pour connecter avec d'autres personnes qui ont potentiellement des business en ligne aussi à vendre. Deuxième étape, ça va être de trouver des investisseurs qui ont de l'argent disponible immédiatement, des liquidités. Dans ce type d'investissement, il n'y a pas d'histoire de prêt bancaire. C'est, t'as le cash, oui ou non. Il est l'heure de l'envoyer sur le compte séquestre. Est-ce que tu l'as fait? Oui, non. Si tu l'as pas fait, le deal tombe à l'eau suivant. Donc, une fois que vous avez ces investisseurs, soyez sûr qu'ils aient de la liquidité tout de suite. Troisième étape, ça va être de mettre un cadre légal à tout ça. Engagez un avocat. Parce que même si vous faites ça avec vos amis, avec des connaissances, il est important de protéger les intérêts de tout le monde. Protéger les intérêts des acheteurs, protéger les intérêts des vendeurs. Parce que les acheteurs, certes, on a peur d'envoyer notre argent à un avocat sur un compte séquestre, mais il y a aussi le vendeur en face qui a créé un bébé qui est son business et il a peur aussi de donner son business. Il se demande est-ce que je vais recevoir l'argent, comment ça va se passer, si je le donne après qu'est-ce qui se passe. Donc mettez un cadre légal à tout ça. En plus un avocat ça coûte pas si cher par rapport au levier, par rapport au retour sur investissement que vous allez pouvoir faire, que je vais évoquer dans un instant. Quatrième étape, ça va être tout simplement, donc une fois que vous avez mis le cadre légal, d'envoyer l'argent sur le compte séquestre. Cinquième étape, ça va être de récupérer les clés du business en ligne dont vous devenez réellement le propriétaire. Et enfin, sixième étape, vous récupérez le business en ligne, donc vous en devenez réellement le propriétaire. Et enfin, septième et dernière étape,
il s'agit, entre guillemets, simplement de mettre en place la stratégie de développement. En suivant ces étapes qui peuvent vous paraître assez simplistes, mais qui prennent du temps, vous allez avoir des retours sur investissement qui sont littéralement décorrélés de tout ce que vous pouvez connaître par rapport à l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai des retours sur investissement dans l'immobilier et dans la bourse qui sont intéressants, qui sont dans la moyenne de ce que la plupart des gens font, parce que quand vous managez 100 000 euros, c'est pas la même chose que quand vous managez plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que c'est ce que je gère aujourd'hui avec mon associé dans le domaine des business en ligne et par rapport à mon patrimoine personnel en bourse et en immobilier. Et évidemment, toutes les classes d'actifs ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'adore l'immobilier, j'adore la bourse, mais j'aime aussi faire ces transactions d'achat, amélioration et revente de business en ligne. Donc maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais combien est-ce qu'on gagne? C'est quand même le plus important. Combien est-ce que l'on gagne? Eh bien, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de quel business vous achetez, ça va dépendre de comment vous le gérez, ça va dépendre de combien vous l'achetez. Ça dépend d'une tonne de choses et aussi de combien est-ce que vous allez le revendre, parce que au-delà des profits que vous allez encaisser, à un moment donné, vous allez vouloir le revendre. Et donc votre stratégie de sortie va avoir un énorme impact. Tout ça, c'est lié à deux éléments principaux, c'est les efforts que vous allez mettre, les capitaux que vous allez injecter, et je vous l'ai dit, il faut plus ou moins 5 millions d'euros pour commencer à rentrer sur les deals les plus intéressants. Pourquoi 5 millions d'euros? C'est très simple, la plupart des investisseurs particuliers ne veulent pas mettre 5 millions d'euros tout seuls, et la plupart des fonds d'investissement sérieux, 5 millions d'euros, c'est pas assez pour les intéresser. Donc 5 millions d'euros, c'est vraiment le sweet spot. Mais ne vous dites pas que vous avez besoin vous-même de mettre 5 millions d'euros. Maintenant que vous connaissez tout ça, je vais vous dire combien est-ce que ça rapporte par rapport à ce que moi je fais, par rapport à ce que j'ai obtenu. En moyenne, par rapport aux opérations que nous avons déjà faites, moi et mes amis, et mon associé Constant, eh bien on est aux alentours de 15% par an, basé uniquement sur les profits qu'on vient se reverser, sans prendre en compte la stratégie de sortie. Et vous avez compris que si vous rachetez un business 5 millions d'euros et que sur ces 3 prochaines années, vous avez doublé la valeur, je vous laisse imaginer le type de rendement qu'on peut aller chercher. Évidemment, tout ça, ça va aussi avec son lot d'inconvénients, qui est de le gérer, et ça va aussi avec son lot d'avantages, notamment des business qui sont résilients durant des périodes de crise où l'immobilier et la bourse, parfois, ça peut subir de la volatilité, et parfois, on peut y laisser quelques plumes, tout comme j'en ai parfois laissé dans d'autres classes d'actifs. Et donc, j'en arrive à la conclusion qui est que vous pouvez le faire vous-même. Mais à partir de l'année prochaine, mon associé et moi-même, nous allons ouvrir ça au public. Comment est-ce que vous allez pouvoir investir avec nous à partir de l'année prochaine? Vous pourrez découvrir en détail ce dont je suis en train de vous parler sur notre site onlineasset.com, qui est un site sur lequel vous découvrirez notre manière de penser. Vous découvrirez également si ce type d'investissement est fait pour vous ou pas, si votre manière de penser correspond à notre état d'esprit par rapport à l'achat, gestion et revente de business en ligne, et tout ça d'une manière qui est effectivement passive pour les personnes qui viennent nous rejoindre sur ce type d'investissement. Mon associé et moi-même, on sera ravis de répondre à vos questions juste après, si vous en avez. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous d'excellents investissements. Merci Théo. Merci à toi. Impressionnant de parler devant autant de personnes, ça fait très longtemps. C'est vrai? À moi, à la base, tu sais, je suis un geek. Je reste à la maison, je fais mon petit business en ligne. C'est vrai qu'on a un parcours un peu similaire, toi et moi, sur cette partie-là. Mais bon, tu parles à des centaines de milliers de personnes à chaque fois que tu allumes ta caméra. C'est pas pareil, mais... Ouais, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis merci aussi à Maxime d'avoir organisé cet événement. Je pense que Maxime, on peut encore t'applaudir. C'est incroyable, autant de personnes à Dubaï. Merci. Parfait. On va donc enchaîner, merci à toi, avec Gab. Et Gabriel, du coup, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est du lourd. C'est du très très lourd. On l'applaudit. Bonjour tout le monde. Bon alors, je me présente vite fait.
Je m'appelle Gabriel, je suis, on va dire, spécialisé dans l'e-commerce depuis 2015 et ma présentation d'aujourd'hui sera comment préparer un Black Friday parce que je vois beaucoup d'e-commerçants de manière générale qui disent oui, Black Friday, on lance juste les ads, juste les pubs et c'est tout. En fait, non, c'est une grosse erreur parce que oui, vous allez mieux convertir en Black Friday, c'est vrai, mais oui, vous allez payer votre publicité beaucoup plus cher. Donc ça veut dire que votre marge va être plus bas. Bon, ça c'est moi et Maxime. Voilà. Alors, on va juste parler un peu en chiffres parce que j'entends énormément de gens qui me disent Black Friday est toujours un marché en croissance. Ça l'était jusqu'à l'année dernière. Donc, on peut voir que les ventes en 2018 ont augmenté de 71% par rapport à 2017 et surtout 347% par rapport à 2014. Alors, pourquoi c'est important? Parce que moi, j'ai commencé mes stores en 2015 et donc j'ai vraiment connu cette période. On peut voir par contre que depuis l'année passée, on a une baisse de 2%. Ça veut dire qu'on est passé dans un marché qui est mature, que les acteurs ont bien compris comment bénéficier du Black Friday. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très sous-estimé, c'est qu'on dit généralement maintenant tout le monde est sur mobile. Vrai, mais pas en Black Friday. Pourquoi? Parce que là, les gens prennent la peine d'allumer leur computer, donc leur PC, pour bien regarder les offres qui sont disponibles sur Internet. Par contre, on peut voir que maintenant, le mobile est passé à 44,88%. Ça veut dire que chaque année, le mobile devient de plus en plus important. Donc, si à l'heure actuelle, vous devez préparer un Black Friday, s'il vous plaît, checkez votre site en mobile et en PC, parce que l'erreur que je vois de manière générale, c'est qu'on check son site en PC et qu'on ne vérifie pas son site en mobile. C'est une énorme erreur. Alors, ça aussi, c'est très important et on va y revenir après dans la présentation. C'est que le panier moyen du Black Friday monte avec le temps. Donc, ça veut dire, oui, la publicité est plus chère qu'avant. C'est vrai. Mais par contre, on peut voir que le panier moyen est en 2018 de 132 €, 221 € en 2020 et 256 € en 2022. Donc, la conclusion, c'est quoi? Ça veut dire que oui, on est dans un marché qui devient de plus en plus mature, mais avec des gens qui dépensent de plus en plus. Donc, c'est important. Alors, autre chose aussi, et c'est très important de le mentionner parce que j'ai des boutiques de vêtements et des boutiques de beauté, etc. 37% des achats viennent du vêtement. Ça veut dire que si vous êtes un e-commerçant, vous voulez lancer un business sur Internet pour le Black Friday, faites-moi plaisir, foncez dans le vêtement. C'est là où le CPC est le plus bas et c'est là où vous allez convertir le plus. Alors, on va prendre un autre exemple parce que les gens me disent toujours, oui, moi, je regarde ce que les autres dropshippers font, je regarde ce que les petits e-commerçants font. Mais en fait, les amis, la grosse concurrence que vous avez en e-commerce, c'est pas le petit dropshipper du coin. Les concurrents que vous avez, c'est les Cdiscount, les Rakuten, les Amazon, etc. Ça veut dire que quand eux, ils font du marketing pour le Black Friday, vous cassez pas la tête, faites la même chose. Franchement, même si c'est le même email, vous vous en foutez, lancez-le. Alors pour Cdiscount, on voit qu'ils ont fait 43 millions € de chiffre d'affaires le jour du Black Friday. C'est 5 fois plus qu'une journée normale. Et ils ont touché 8 millions de personnes, un foyer sur 3 en France. Donc, s'il vous plaît, préparez ce Black Friday. Alors, autre info importante, on en revient toujours pour les vêtements. On voit que sont surtout les femmes qui achètent à 62% en Black Friday, avec la tranche d'âge 25-34 ans qui achètent le plus. Alors, j'ai juste une petite question pour vous. Pourquoi la tranche 14-17 ans n'achète pas? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas de carte, je l'ai entendu là. Tout à fait, il n'y a pas de carte. Donc, s'il vous plaît, si vous y connaissez un petit peu en publicité, en e-com, me tapez pas des ads pour les enfants, pour les adolescents. Ils vont avoir du mal d'acheter. Focalisez-vous sur ces gens-là. Alors, Black Friday, tout le monde parle de Black Friday une seule journée, le Friday. Or, c'est pas la journée où je vends le plus. Pour moi, la stratégie marketing, c'est déjà une semaine avant de préparer une première opération Black Friday, la pré-Black Friday. C'est comme si vous aviez un Black Friday en avance. Je peux vous assurer que votre chiffre d'affaires va monter de 25% si vous préparez votre Black Friday une semaine en avance. Ensuite, on a le jour du Black Friday, bien entendu. Et là, vous connaissez aussi le Black Weekend. Parce que vous vendez le vendredi, mais vous vendez même plus le samedi et le dimanche. Vous vendez bien plus. Et ensuite, on continue avec le Cyber Monday. Maintenant, de manière honnête avec vous, le Cyber Monday, je l'ai testé depuis des années.
ça sert strictement à rien. Vous dites simplement Black Friday, même le jour du Cyber Monday. Les gens ont bien compris que ça marchait et vous allez avoir plus de retours. Et alors, autre chose, et c'est là où vous faites la différence, c'est que généralement, moi, je fais, après la semaine du Black Friday, j'envoie toujours un email qui dit qu'il nous reste que quelques pièces en stock et que, exceptionnellement, nous continuons les offres Black Friday pour 6 jours. Et là, je vous assure, tous les concurrents n'achètent plus parce qu'ils disent pour eux c'est fini. Vous vous retrouvez à acheter quasiment tout seul. Vos CPC, ils baissent à fond avec un taux de conversion qui reste identique. Donc ça, à pas sous-estimer. Alors, combien d'emails? Alors, s'il vous plaît, je sais que beaucoup de gens me disent l'emailing, Gabriel, c'est dépassé. Non. Je fais 22% de mon chiffre d'affaires en emailing. Je parle bien de chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc, comment je fonctionne pour ma campagne emailing, et c'est comme ça que j'ai toujours des Black Friday qui fonctionnent bien, c'est que l'email 1, j'envoie à ma base de clients 10 jours avant pour dire qu'on va organiser un Black Friday exceptionnel. Ça vous permet de chauffer l'audience. N'hésitez pas dans ce mail-là à mettre un petit code promo, même 10%, 15%. Pourquoi? Parce que si vous faites un email qui est bien fait, que vous dites voilà, on vous prépare un gros Black Friday, mais les stocks seront limités, si vous donnez ce petit code promo, 10 jours avant, vous allez déjà vendre. 10 jours avant. Donc c'est super important. L'email 2, et aussi je sais, beaucoup de gens disent ça sert à rien, envoyez juste un email informatif que pour vous dire qu'à minuit, le Black Friday commence, et pareil, jouez, mais vraiment jouez sur les stocks limités, c'est super important. Alors, l'email 3, envoyez-le à minuit pour dire, boum, c'est Black Friday, on est parti. Vous allez faire 16% de vos ventes totales du jour du Black Friday entre minuit et minuit 30. Donc, ça veut dire que si vous envoyez votre email à 1h du matin ou 2h du matin, vous allez déjà perdre beaucoup de clients qui auront déjà acheté ailleurs les mêmes produits. Alors, l'email 4 qui marche très bien aussi, c'est toujours le jour du Black Friday. Vous allez dire, ouais, Gab, t'envoies combien de mails? En Black Friday, j'en envoie énormément. Je dis juste qu'à 14 heures, que les stocks diminuent à fond parce qu'on vend énormément, ce qui est vrai. Donc, je crée un peu cette peur en disant, attention les amis, il est déjà 14 heures, c'est la folie, on a quasiment plus de stock, foncez. Et là, vous redonnez un deuxième peps à votre campagne, tout en n'ayant pas dépensé plus en pub. Faut pas l'oublier, quand vous envoyez des emailing, vous n'êtes pas en concurrence avec tous les advertisers. Donc, si vous maîtrisez bien votre campagne emailing, c'est énormément d'argent que vous pouvez faire. Et alors, ce qui marche très bien aussi, c'est à 20h, vous envoyez un email qui dit voilà, le Black Friday se termine dans 2 heures. Vous avez plus que 2 heures pour acheter, puis les conditions se terminent. Et là, je peux vous assurer, c'est votre meilleur email de tous. Parce que là, tous les gens pensent que le site ne va plus être en promo. Donc ça joue énormément. Et qu'est-ce que vous faites en email 6? En email 6 à minuit, je sais, certains vont vous dire, Gab, t'exagères, c'est pas grave. En email 6, vous envoyez un minuit en disant que le Black Friday c'était la folie, que beaucoup de gens n'ont pas pu acheter parce qu'il y avait trop de monde, et que exceptionnellement vous continuez les conditions du Black Friday en Black Weekend. Ça marche. Croyez-moi, vous allez vendre. Ça marche. Ça, vous pouvez follower. Ça va marcher. Ensuite, pendant le week-end et le Cyber Monday, vous pouvez envoyer toujours des emails, mais soyez un peu moins agressif parce que sinon vous allez terminer dans les spams. Alors, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai utilisés en 2018. Ça marche toujours. En Black Friday, j'en connais beaucoup de gens qui me parlent de copywriting, faut faire le mail le plus beau de la terre, blablabla. Bullshit. En Black Friday, tout le monde sait exactement ce qu'il faut acheter. Ils sont là pour les promotions. Tapez un email en mettant moins 30% avec le code bien mis en avant, le code promo bien mis en avant, promo 30. Vous descendez juste en dessous avec plusieurs articles, vos best-sellers. Croyez-moi, c'est largement suffisant à minuit pour lancer ça. Soyez direct, ils attendent que ça, c'est le Black Friday. Pareil ici, donc c'est un autre. Pareil, moins 30%, le code Black 30. Pareil, l'email très classique, très rapide. C'était une ancienne à cette époque-là, donc ça c'est le petit tips. On peut voir que là j'avais mis que c'était jusque le week-end. Maintenant mes emails du Black Friday, je dis que c'est pour 24 heures only, vu qu'après j'espère encore vendre pendant le Black Weekend. Alors là pareil, donc je présente toujours des produits derrière, donc toujours cette image en premier, moins 30%, le code, et boum, après je présente juste mes best-sellers. Je rappelle encore le code Black 30, tout simplement, c'est efficace, ça marche. Alors, quelque chose que je vois plus beaucoup, alors je suis peut-être un vieux parce que moi je fais de l'internet depuis l'an 2000, les pop-up. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une pop-up? Ouais.
Alors, les pop-up, c'est quand vous arrivez sur un site internet et que vous avez donc une image ou un lien qui se met devant le site. Ça. Eh bien, ça, vous devez le faire, tout simplement. Donc, quand la personne, peu importe que ce soit dans vos achats publicitaires ou votre emailing, il faut que quand la personne arrive sur votre site, qu'elle se dise, oula, punaise, ouais, c'est Black Friday, on peut pas le manquer, j'ai cette grande image qui arrive en grand écran sur le site internet, il faut vraiment marquer le coup de dire que c'est une promo qui est aujourd'hui, super important. Et alors, une pop-up de sortie, c'est quoi? C'est quand une personne veut quitter le site, il faut lui remettre encore l'image en disant, et attends, n'oublie pas la promo, et croyez-moi, je récupère jusqu'à 5% de mon trafic qui était sur le point de partir avec cette pop-up de sortie. Donc ça a un impact. Donc quand on remet les choses, il y a de l'emailing qui est bien travaillé, on a la pop-up d'entrée, la pop-up de sortie. Tous ces petits détails font qu'en fait vous explosez votre chiffre comparé à vos concurrents. Alors là pareil, c'était aussi une pop-up d'entrée. Bon pareil, c'était là pour le Cyber Monday à l'époque, mais je vous l'ai dit, ne le faites plus. Foncez franchement que sur le Black Friday. Alors, autre chose, et ça aussi, je suis très étonné parce qu'on me dit toujours, Gabriel, c'est scammy. J'ai fait de l'A/B testing dessus. Mettez-moi des compteurs en haut. Mettez-moi des compteurs parce que si la personne arrive sur votre site, elle se tape la pop-up Black Friday, elle le coupe et qu'après elle voit un compteur qui défile en se disant, oh punaise, il reste que 6 heures pour acheter. Le compteur, ça met vraiment la pression. Croyez-moi, ça coûte rien de le mettre en place si vous êtes en Shopify ou whatever. Mettez-le, c'est juste une bête app, ça va booster vos conversions, un truc de dingue. Alors, beaucoup de gens me disent, ouais, Gabriel, tu fais de Black Friday, de l'e-commerce depuis 2015. Moi, je viens d'arriver, ça fait 2 ans que je fais de l'e-com. Moi, je peux pas le faire. Eh ben, moi, je vais vous donner des stats que j'ai fait en 2018. Donc voilà, j'étais là que depuis 2 ans. J'étais pas encore expert Black Friday, si je peux dire comme ça, mais je vais quand même vous partager les chiffres que je faisais. Donc au Black Weekend du 23 au 25 novembre, j'ai fait un chiffre d'affaires sur une boutique de 24 916 €. Et le week-end de la semaine précédente, j'avais fait 17 575 €. J'ai fait, en n'étant pas un professionnel à ce moment-là d'événements, j'ai fait quand même une augmentation de mon chiffre d'affaires de 30%. Donc je peux vous dire, les stratégies que je vous montre avant, ça a l'air bête, on va dire ouais mais Gab, c'est stupide à faire. Oui, mais croyez-moi, pour les visiteurs, ça va avoir un impact. Alors, j'en venais toujours à la même chose, donc oui, les pubs sont de plus en plus chères, et donc là on va y reparler, et là je vais vous apprendre comment augmenter votre panier moyen. Parce que oui, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez attirer plus de clients avec les pubs, mais en Black Friday, ça coûte un pont. Ou alors vous pouvez augmenter votre taux de conversion, et c'est là où je vous ai un peu tout montré avec le taux de conversion, donc avec le timer, la pop-up d'entrée, les emailing, etc., fait que on double généralement son taux de conversion, donc c'est génial. Mais surtout, la grosse différence avec vos concurrents, c'est que si vous savez comment augmenter votre panier moyen le jour du Black Friday, d'accord, vous allez rafler tout le marché. Alors, comment on fait? ok. Ouais, ça, j'en ai déjà parlé avant. Hop, hop, hop. Alors, on va revenir à des exemples bateaux, mais je vais vous montrer des exemples aussi réels pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on fait ce qu'on appelle du cross-sell. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, dans mon site de vêtements, je vends une robe, eh ben, je vais te proposer les bottes qui vont avec cette robe. Ça a l'air con, mais jusqu'à 5 à 10% des gens prennent le cross-sell. En sachant que j'ai payé une fois ma publicité pour ramener la personne sur le site, si elle achète 2 produits au lieu d'1, je gagne plus, tout simplement. Exemple de cross-sell. Pareil, la robe, on vous propose les chaussures noires, enfin les talons rouges, pardon, etc. Ou alors encore plus malin, on le propose, donc là c'est pour mettre une robe ou un chandail dans le panier et directement on ouvre une pop-up en disant est-ce que vous souhaiteriez aussi les lacets Oxford? Et si on clique oui, je les veux, ben les 2 produits vont dans le panier et c'est comme ça que vous pouvez augmenter votre panier moyen. Alors, on a aussi autre chose qui est utilisée, ça s'appelle l'upsell. Moi, j'en fais pas énormément de mon côté pour être honnête, mais je connais beaucoup de gens qui en font. C'est quoi? C'est par exemple, vous achetez un iPhone 7 et on vous propose l'iPhone 8 et vous repartez avec l'iPhone 8. Ça, c'est un upsell. Donc, en fait, vous repartez avec un produit qui a plus de valeur que celui que vous aviez mis à la base dans votre panier. Donc, pour résumer, un upsell, vous avez une Fiat et vous repartez avec une Ferrari. Un cross-sell, vous achetez un ordinateur et vous achetez la souris qui va avec. Voilà. Si vous arrivez à faire les 2, ben vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors, le bundle. Ça, c'est énormément utilisé par Amazon. C'est, par exemple, au lieu d'acheter qu'un ordinateur, je vous propose l'ordinateur, la souris, le tapis de souris
et le pack est moins cher que si vous les achetiez séparément. Ça cartonne. Et pour vous dire à quel point ça cartonne, c'est que McDonald's l'a fait avec les packs family. Donc vous achetez énormément d'hamburgers, etc. Mais vous pouvez le voir aussi que le pro du bundle, c'est Amazon. Je suis persuadé, quand vous allez sur Amazon, vous voyez produits fréquemment achetés ensemble. Et en fait, les trois ensemble sont moins chers que séparément. Donc on est toujours dans cette politique, dans cette optique de faire monter ce panier moyen, alors que mon coût en ads était identique. Alors, le quantity break. Ça, c'est quelque chose que je fais énormément et ça représente entre 15 et 20% de mon chiffre d'affaires. Donc écoutez bien parce que c'est très con à mettre en place et c'est ultra sous-estimé. C'est sur un même produit, peu importe. Donc par exemple, je sais pas moi, un anti-moustique, c'est quelque chose que je vends bien. Admettons, si vous en achetez un, je vous le fais à 15 €. Si vous en achetez deux, je vous le fais à 25 €. Mon optique, c'est de dire, au lieu de me prendre une seule pièce du produit, prenez-en 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, je vous fais des discounts. Ça marche. Franchement, ça a été un game changer dans mon business. Faites-le, le quantity break, ça marche et ça marche. Alors, quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est de donner des objectifs pour avoir la livraison gratuite. Je sais, les gens disent toujours, Gab, la livraison gratuite, ça cartonne. Moi, j'ai testé en A/B testing. Si vous faites un seuil qui est acceptable pour avoir la livraison gratuite, donc faites pas comme celui-là à 325 €, ça, oubliez, personne va se dire, ouais, c'est génial. Par contre, si vous dites une livraison gratuite à partir de 39 € et que vous mettez plein de produits dans votre boutique à 38,99 € et que quand ils ajoutent dans le panier, ils disent qu'il manque que 1 cent pour avoir la livraison gratuite, croyez-moi, ils vont tous acheter un deuxième produit. Juste pour avoir cette livraison gratuite. Ça marche. Franchement, faut le faire. Et alors, qui le fait aussi? Notre ami Amazon. Donc, je vous dis toujours, je regarde ce que mes concurrents font. Donc, toujours les multinationales. Amazon aussi. Ajoutez 8,21 € d'articles expédiés par Amazon pour obtenir la livraison gratuite. Donc, si Amazon le fait, croyez-moi, vous pouvez foncer aussi. Alors, il y a d'autres petits bonus qui sont pas des cross-sell ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle des services. Et ça, généralement, ça marche bien parce que ça coûte pas cher. Et comme ça coûte pas cher, les gens ont tendance à le prendre. Donc, on parle d'un emballage cadeau, d'une assurance, d'une extension de garantie, d'un service premium ou d'une carte de membre. Ça, c'est 10% de mon chiffre d'affaires. Ça a l'air ridicule. Ça coûte quasiment rien. Et là, vous margez à fond. Ça, vous pouvez foncer. Franchement, ça marche très bien. C'est des petits services qui coûtent quasiment rien. Alors, j'aimerais bien vous montrer quand même un petit exemple, parce que là, je vous donne beaucoup de théories sur des exemples qui sont toujours scindés, etc. On va analyser ensemble ce que fait Ryanair, qui est toujours sur des prix pas chers. Parce qu'on se dit, mais comment ces gars-là font de l'argent avec des tickets d'avion à 20,39 €, admettons, je veux partir de Bruxelles. Oui, je suis un petit Belge. Vous voulez partir de Bruxelles et vous voulez aller à Bucarest. Ben, je me dis, un ticket à 20,39 €, génial. Et quand on clique, bam, on me propose un bundle. On me dit, si je veux rester à 20,39 €, mais alors j'ai pas l'enregistrement à 60 jours, j'ai pas les 20 kilos de bagages en soute, j'ai pas l'embarquement prioritaire, etc., etc. Oui, on fait du bundle. Et généralement, les gens ont tendance à prendre le deuxième parce que ça a l'air intéressant. Alors admettons, je me dis, ouais non, moi je veux juste voyager, ça m'intéresse pas. Boum. T'as pas voulu du bundle? Eh bien, maintenant, je te le propose à la pièce. Et tous les petits avantages qui étaient dans le bundle, je te les mets à la pièce. Ou au final, si vous faites vos calculs, ça coûte pas plus cher que le bundle que Ryanair a fait. Donc en fait, c'est un petit trick, une petite astuce qu'ils utilisent. Ça marche très bien aussi. Alors, moi, ce que j'adore avec Ryanair, c'est que, ça monte leur panier moyen. Oui. Mais par contre, là où ils ont été très malins, c'est que les gars, ils ont bien compris que si vous prenez un avion, vous avez peut-être besoin de louer une voiture. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gars-là? Ils ont fait des deals avec Six, Budget, etc. Et en fait, à chaque fois que vous voulez une voiture par leur lien, ils prennent une com. Tout simplement. Ça a l'air débile. Moi, je l'utilise parfois, ce genre de lien, pour mes business. Ça ramène beaucoup d'argent. Pareil ici pour les hôtels. Toujours très malin. Pareil, vous bookez via leur lien. S'ils sont vraiment malins, il faudrait que je revérifie. Ils vous donnent une petite promo pour vraiment vous booker via leur lien. Et pareil, ils prennent des coms. Pareil ici, le transfert en Bruxelles-Charleroi, le transfert de l'aéroport, pareil, est-ce que vous avez besoin d'un autocar, etc. Toujours, en fait, des services qui coûtent de l'argent, qui fait qu'au final, le panier moyen
monte à fond et c'est là qu'il s'y retrouve. Alors, dernier petit tip, c'est vraiment là, écoutez bien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utilisé mais encore très négligé. C'est le cross-sell après-vente. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un cross-sell après-vente? Non? Ok. Alors, admettons, j'ajoute un produit dans mon panier, une robe, ok? Je l'ajoute dans mon panier, ensuite j'arrive dans la page de paiement, je l'achète. Normalement, quand vous achetez un produit sur Amazon et que vous achetez quelque chose, vous arrivez sur une page de confirmation de paiement, comme quoi votre commande est bien passée. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ça entre les deux. Donc, la personne achète la robe et avant d'arriver sur la page de confirmation de commande, je lui propose une offre spéciale acheteur. C'est génial parce que, comme j'ai déjà eu la première vente, la vente est sécurisée. Vu qu'il a déjà acheté, donc il a déjà mis sa carte pour la première robe. Par contre, si je lui repropose ça, s'il clique sur « Oui, je le veux », je redébite sa carte en un clic, sans à ce qu'ils doivent remettre les coordonnées de paiement. Je mets jusqu'à 3 ou 4 cross-sell après-vente, parce que même si la personne dit « Je quitte la page, qu'est-ce qu'il me veut ce gars-là, je m'en vais », ça change rien. Moi, la commande, elle est faite et il va quand même recevoir un email qui dit que la commande a été confirmée. Donc, vous avez 0 risque. C'est pas très utilisé et pourtant, ça change pas mal la donne. Je vous montre encore des petits chiffres. Donc, moi, je vends par exemple un support chargeur de voiture sans fil. J'ai jusqu'à 20% de mes acheteurs qui prennent le cross-sell après-vente. 20%. C'est énorme. Donc, voilà. Donc voilà, c'était ma petite présentation sur le Black Friday de comment pas trop dépenser le jour J et d'augmenter son chiffre d'affaires. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Gab. Parfait. Merci à toi. Bon, du coup, ça fait pas mal de concret, pas mal de chiffres, pas mal d'éléments. Ça chauffe. On a une dernière workée, profiter. Et la session de questions-réponses, du coup, se fera à l'intérieur. Donc, chacun des speakers aura une partie de la salle. Et si vous désirez vous orienter vers Robin, Gabriel ou Théo, vous pourrez directement discuter avec eux. Maxime, la parole est à toi. Let's go! Rebonsoir à tous. Alors, comme abordé en début de conférence, je vais essayer de faire vite, 5-6 minutes, et on va aller se rafraîchir tous. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière date où il fait aussi chaud à Dubaï, puisqu'après, ben voilà, ça va aller un petit peu mieux. Alors, sur la partie fiscale, on est en période taxable maintenant. C'est la première date Mage officiellement, eh bien, dans cette période. Je voulais apporter des éclaircissements. Mage, eh bien, a été mandaté par les autorités locales. Certains d'entre vous, d'ailleurs, étaient là en présentiel à IFSA au mois de juin. Et durant cette date, eh bien, on avait déjà annoncé, en fait, que de notre analyse, l'intégralité des sociétés à Dubaï allait être taxée. Donc ça a surpris tout le monde. Maintenant, on est au mois d'octobre. La quasi-totalité, voilà, des entrepreneurs, consultants et autres commencent à réaliser un petit peu les choses. Toujours est-il, ce qui vous importe ce soir, c'est de comprendre est-ce que vous allez réellement l'être. Si oui, de combien ça va vous coûter. Et donc, on va essayer de répondre à ces questions. Alors, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que on fera un petit topo en 2025, après la première déclaration fiscale, et on lèvera la main et on verra qui paiera des taxes. Je lance le pari, personne. Beaucoup sont chez Mage, donc on va vous aider pour ça en plus de ça. Mais je voulais vous expliquer pourquoi. Il y a des mesures spécifiques d'un point de vue technique qui font que Dubaï ne cherche pas réellement à taxer. La première, c'est le Small Business Relief. Si vous faites moins de 800 000 euros de chiffre d'affaires, de 3 millions de dirhams, eh bien, vous allez avoir une exonération totale durant les prochains exercices jusqu'à fin 2026. Vous avez également de facto, eh bien, une exonération totale sur vos 100 premiers 1000 euros, dollars. Et puis, bien évidemment, eh bien, des leviers qui semblent logiques. Par exemple, le salaire. Si vous êtes résident à Dubaï fiscalement, eh bien, votre salaire n'est pas imposé. Et donc, en tant que dirigeant de société, ce que vous êtes, vous allez pouvoir, eh bien, fixer un salaire qui, eh bien, respecte des normes de marché et va vous permettre, eh bien, d'abaisser cette masse imposable. Ça, c'est sur une partie technique. Je vais pas m'étendre plus dessus. On a fait une conférence sur YouTube, puisque bien, ça a été filmé à IFSA et j'ai pris soin d'en refaire une de 1 heure. On l'a posté. Vous pouvez le retrouver sur YouTube si ça vous intéresse d'aller dans la technicité. Petite analyse personnelle sur, eh bien,
prendre un petit peu de hauteur sur l'arrivée de cette taxe. Est-ce que Dubaï cherche réellement à taxer? C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est un pays, les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que des liquidités rentrent. Ils veulent continuer à construire ce pays. Il y a une ambition de multiplier par 3 le nombre de résidents. Donc vous pensez bien, c'est pas l'idée d'essayer de freiner ça, de créer une friction. La réelle idée derrière tout ça, c'est quoi? Il y a eu en 2023, l'ajout en liste grise, des Émirats Arabes Unis auprès sur le GAFI. Alors ça vous parle peut-être pas, mais l'OCDE, je suis certain que ça vous parle un petit peu plus. Ces organismes internationaux qui donnent des recommandations, notamment, contre le blanchiment d'argent et autres, financement du terrorisme. Et cela, quand on est en liste grise, ça justement met des frictions pour faire rentrer des liquidités dans le pays et le construire. Ce que Dubaï veut aujourd'hui, c'est avoir le maximum d'argent qui rentrent, des entrepreneurs comme vous qui viennent à Dubaï, qui construisent ce pays. Et donc, on voit que sur l'immobilier, que ce soit sur votre téléphone, du Etisalat, quasiment tous les produits que vous utilisez, il faut savoir que le gouvernement est actionnaire dedans. Donc, il n'y a pas de taxe officiellement, mais l'État y trouve un intérêt derrière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais vous donner un exemple. Cette année, quand vous faisiez des transferts de Suisse à Dubaï sur des gros montants, la banque bloquer ce transfert et demander des précisions. Et ça, c'est du fait de cette liste grise. Donc, l'idée à présent, c'est que Dubaï montre patte blanche. En tout cas, on est à présent un pays taxé et surtout, ça va fluidifier cette entrée d'argent et de liquidité et pour continuer à prospérer. C'est une petite analyse de côté. J'avais promis de faire une petite parenthèse et on va s'arrêter là, en tout cas sur cette deuxième saison du Maj Business Club pour vous teaser un petit peu ce qui arrive dans les semaines prochaines. Alors c'est 8 dates exceptionnelles comme celle-ci avec des thématiques, avec les meilleurs de ces thématiques qui passeront sur scène. La quasi-totalité sont déjà membres, en tout cas chez Maj, ont créé leur société avec nous et on va continuer ça. On vous proposera également des expériences. En plus, je vais vous citer un petit exemple. J'ai des gens qui arrivent à Dubaï et qui n'ont pas bougé de Dubaï. Alors, ils n'ont pas d'armes pour se défendre quand on leur dit Dubaï, c'est fake. Et, à 1h15 de Dubaï, vous avez Fougera et vous êtes sur une plage paradisiaque avec des tortues à 5 mètres dans l'eau. Et ça, c'est à Dubaï, concrètement. On peut partir le matin, se faire ça une journée à Fougera. On a cette image de Dubaï fake. On oublie ce côté-là. Donc, l'idée, ça va être de se réunir entre nous, ceux qui veulent, en tout cas, qui veulent s'accorder ce temps-là, un dimanche ou autre. On va s'organiser ça. On va pouvoir se retrouver, par exemple, aller faire de la plongée et entre personnes qui partagent cette envie d'échanger, qui ont très souvent un profil un petit peu aguerri, ce que vous êtes ce soir. Vous êtes déjà à Dubaï. Vous avez démarré en tout cas cette aventure entrepreneuriale pour beaucoup depuis un moment. Vous performez dans vos activités et voilà. Et enfin, on aura également 2 autres choses. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui va se faire sur la plage. On va faire des bootcamps. Il va y avoir donc des coachs, des champions de boxe et autres qui vont organiser des petits déjeuners. Donc ça sera une fois par semaine. C'est aussi une occasion pour celui qui n'est pas dispo le dimanche, il a le samedi, il a le petit déj et ça peut être l'occasion de se retrouver. Enfin, et ça c'est mon petit kiff perso, concrètement, j'avais envie de partager avec d'autres personnes sur des aspects un petit peu techniques. Il n'y a pas d'autre ambition que de passer un moment, une demi-heure, 1 heure sur un Zoom en fait et d'aborder des sujets. Ça peut être très souvent fait par quelqu'un qui a un poste exécutif important dans une grosse boîte. Il n'est pas forcément entrepreneur, il a des connaissances techniques en finance par exemple et c'est quelqu'un qui peut nous apporter en tout cas un vrai plus dans notre aventure entrepreneuriale. On fera sans doute ça en plus et ça sera l'occasion de se retrouver surtout hors de la saison dite de Dubaïote puisqu'on rentre chez nous pour beaucoup en tout cas l'été quand il fait très chaud à Dubaï. Voilà, c'est tout pour moi. 2 petites choses, si vous faites des stories ce soir, je sais que vous allez faire des stories de toute façon parce que il va falloir partager ce beau moment. Même s'il a fait très chaud, n'oubliez pas de taguer entrepreneur.com et Maj Agency. Et pour clôturer en tout cas cette soirée, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, qu'on réveille tous ceux qui dorment à Hôtel Indigo, s'ils dorment déjà, pour tous nos intervenants. Merci à vous.